l'espace public, c'est de façon déambulante et nomade, c'est-à-dire que j'appartiens à un réseau de ce qu'on appelle des artistes marcheurs, ou des marcheurs tout court qui font à la fois une lecture et une écriture sensible du paysage. Ouais, moi ça me fait penser à partager l'espace en fait, et du coup croiser autant des usages prévus par l'espace public que des usages imprévus, et par exemple un jardin partagé qui va s'installer sur un espace qui était public mais qui avait laissé un côté un petit peu ouvert, ou bien des enfants, pour reprendre ce que tu disais, des enfants qui vont utiliser le toboggan à l'envers, ou des choses comme ça. L'usage et partage de l'espace public, si je résume comme ça va comme des... Oui, ça très bien. Oui, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est l'espace public tel qu'il est aménagé, donc sur cette fonction de l'aménageur qui va penser l'espace public avec les différentes modes qu'on a pu avoir, par exemple pour les parcs, avant on était sur du verre, etc. Maintenant on est sur des choses plus minérales, quand on voit certains parcs de Lyon, ils ont été aménagés récemment. Et finalement, ce qui permet de transformer ces espaces que personnellement je trouve sacrément tristes, c'est les pratiques des gens qui vont parfois détourner les aménagements prévus pour eux, pour finalement se réapproprier l'espace. C'est des choses qu'on... Donc les pratiques comme transformation des terres. Monsieur ? Essentiellement, si je regarde la question occupée de l'espace public, est-ce le transformer? J'avoue que j'ai de la misère à y répondre. Je vais dire oui. Simplement, l'espace public peut être un lieu de résistance pour ceux et celles qui ne possèdent pas certains droits, qui ne possèdent pas certains pouvoirs. Donc, parfois, c'est s'opposer à certaines autorités qui veulent destiner l'endroit, le lieu, à d'autres utilisations qu'à la population locale. Donc, l'occupation, c'est l'opposition, c'est ça? Oui, clairement. Il est déjà formel, l'espace. Moi, à l'origine, ma profession, je suis urbaniste de profession. L'urbanisme, c'est une profession qui n'a pas plus de 150 ans. L'urbanisme donne des fonctions au lieu. C'est qu'on rationalise le territoire pour qu'il fonctionne. Sinon, c'est les villes médiévales qui sont très vernaculaires, c'est un corps humain qui se construit peu à peu. Non, l'urbanisme, c'est on planifie, on se projette. Le but, c'est de voir ce que ça va être dans 10, 20, 50 ans. Et donc on pense déjà en avance ces espaces publics dans lesquels vont avoir des usages, et on se rend compte que la société évolue plus vite que l'espace qu'on construit pour elle. Donc il y a un décalage dans la temporalité des usages, de la forme, du fond, du coup. C'est là que ça devient complexe. Et en tant que citoyen, moi justement, dans l'espace public, est-ce que je suis simple utilisateur, spectateur de ce qu'on m'offre, ou est-ce que je suis acteur? Dans ce cas-là, il y a des rôles qui sont déjà préécrits, ou il y aura des improvisateurs, des citoyens militants engagés qui vont d'un seul coup détourner un usage. Donc, si j'en reviens à ma comparaison théâtrale, il y a une mise en scène qui est déjà obsolète quand elle est construite, parce que les usages auront changé, parce que les rôles auront changé, parce que l'histoire qu'on voudra écrire dessus aura déjà changé. La transformation durable avec des propositions de transformation de l'espace public, avec l'implantation de potagers, de boîtes à partage, de toute initiative citoyenne qui saisirait cet espace pour proposer quelque chose qui rassemble les gens, en gros. Ce qui pose la question de savoir jusqu'à quel degré on peut estimer que le territoire a été transformé, comment on mesure notre transformation, qu'est-ce qu'elle est. La transformation provisoire, donc là c'était tout ce qui était occupation temporaire de l'espace, que ce soit de l'événementiel, de l'artistique ou du politique. Et là, ça rebondit sur l'atelier suivant auquel on a participé nous aussi, sur une action éphémère, est-ce qu'on passe sur un impact durable? Et dernier point qui a été soulevé, et pas des moindres, c'est celui du rapport à l'autorité, aux collectivités, quelle est la marge de manœuvre, le laisser-faire des gens, et au final il y avait aussi là, un peu le côté dichotomique du transformer l'espace, c'est transformer sur sa forme, sur son aménagement, ou transformer dans son fond, ses usages. Je pense qu'une des phrases qui a été dite, qui me paraît assez synthétique de ce qui a été dit dans l'atelier, c'est qu'il fallait trouver le point d'accroche vis-à-vis du public à qui on s'adressait. Donc parfois ça sera l'information, parfois ça sera
parfois ça sera l'action. En tout cas, dans tous les cas, il faut s'adapter au public. Certaines personnes ont fait référence au rural. Dans le rural, ça ne sera peut-être pas l'information qui sera le plus important, mais peut-être que l'action, la mise en œuvre dans le quotidien et dans le concret, ça sera le plus important. D'autres ont fait référence aussi au réseau d'influence, aux ambassadeurs, à ceux qui pouvaient porter aussi derrière le message, que dans certains cas, l'éducation à l'environnement, elle n'existe pas ou elle est peu importante, et qu'il fallait toujours trouver les bons points relais pour faire en sorte que le message se diffuse. On s'est d'abord interrogé sur le terme des étudiants, et plus secondairement sur la production urbaine, mais d'abord sur les étudiants en fait. Est-ce qu'on se réfère simplement au statut étudiant, et en fait on s'est rendu compte que ça pouvait être assez réducteur. Donc qu'est-ce qu'on cherche à avoir derrière? Est-ce qu'on cherche à s'intéresser aux pratiques qui seraient particulières aux étudiantes dans l'espace urbain? Ou est-ce que plus généralement on cherche à s'interroger sur les jeunes et leur place dans la production urbaine? Certaines villes vont mettre en avant qu'elles sont des villes étudiantes, et donc ça participe à une forme de marketing aussi territorial. Mais est-ce que c'est vraiment prendre en compte une participation étudiante, ou c'est simplement proposer, faire une offre pour que les étudiants investissent certaines villes? Et dans ce cas-là, on parlerait plus de marketing urbain. Donc oui, la question qu'on s'est posée dans cet atelier, c'est peut-on produire des changements durables avec des actions éphémères? Et donc on a décidé de la poser sous forme d'un débat mouvant, ce qui nous a permis de faire ressortir pas mal de choses. Déjà, comme dans tous les ateliers, on est passé par les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un changement éphémère? Qu'est-ce que ça veut dire que des changements durables? En fait, ce qui est important, c'est la mise en récit, parce que même si des événements éphémères disparaissent, c'est toujours le souvenir finalement. Donc ça a été dit, ça, c'est-à-dire que peu importe si les squats disparaissent, si les travaux disparaissent, finalement il y a une mise en récit, et parfois ça fait même des actions. Vous avez eu l'exemple des images, de la mise en image notamment. Pour que tout le monde puisse s'impliquer dans la forme urbaine, finalement, il faut que l'action éphémère soit gratuite. Enfin, c'est ce qui est sorti, c'est que la gratuité, notamment des actions culturelles, est très importante pour pouvoir impliquer de manière participative dans l'urbain. C'est ce qui amène à des événements éphémères qui ne sont plus juste des événements éphémères, mais des événements collectifs. Participation de tous, ça veut dire sur un projet urbain d'envergure métropolitaine, si on imagine 2 millions d'habitants concernés, c'est compliqué, on ne peut pas imaginer mettre tout le monde autour de la table. Donc sur un régime présentiel, voilà, dans une salle par exemple comme ici, comment on fait? Est-ce que les personnes concernées, est-ce que ce sont des habitants tirés au hasard? Est-ce que ce sont des représentants d'associations qui sont triés sur le volet? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont simplement du temps? Et cette question suppose la notion d'intéressement partagé par tous. Et il y a une vraie tension entre les citoyens intéressés par un projet global qui les dépasse, qui est du registre du bien commun, et puis les citoyens intéressés à titre personnel pour défendre des intérêts qui ne concernent qu'eux. Par exemple, voilà, typiquement sur des places de stationnement, sur une parcelle qui va être grignotée et pour laquelle ils n'ont plus d'usage individuel. Donc il y a une vraie question là derrière. Il faut que tout le monde justement puisse avoir un socle d'intérêts communs. La question de la citoyenneté urbaine, la question de la participation aujourd'hui, elle est clairement posée simultanément dans les formations et dans les métiers. Je commence par les métiers. On a entendu sens, valeurs, principes, agilité, transformation, occupation. Il y a d'autres mots, excusez-moi, je suis fatigué, c'est fin de journée, mais il y avait plein de mots qui en fait se lisent et s'entendent dans le discours des praticiens. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'un fait remarqué, même si ce n'est pas l'impression que ça donne tout le temps, c'est que dans les métiers de la ville et des territoires, il y a de plus en plus de doutes, ou en tout cas de questions qui se posent sur le sens que l'action collective peut avoir. Et ça, c'est aussi un effet de la participation ou une question adressée à la participation des métiers, à leur propre transformation. Voilà. Cette réalité-là,
elle est constatée, elle reste minoritaire, ça donne l'impression que les institutions bloquent, que le rapport à l'autorité, j'ai entendu ça tout à l'heure en arrivant, pouvait être un facteur de frein, parce que c'est le contrôle social généralisé, je ne suis pas dans le penser, hein, mais à un moment donné, ces choses-là ont commencé à évoluer, tout simplement parce que le monde a considérablement changé, muté. On est beaucoup moins assuré de nos propres métiers qu'on l'était dans les années 70 et 80. Voilà. Aujourd'hui, il faut être un peu réflexif, il faut savoir coopérer, il faut savoir s'adapter, il faut être un peu responsable. Tous les termes que vous avez employés, je pense que, enfin j'en suis même sûr, plusieurs métiers se posent des questions par rapport à ces réalités-là. L'impression que ça donne, c'est qu'il y aurait des verrous, mais peut-être que les verrous sont en train de sauter un à un, ou en tout cas que des questions vives sont posées. Du coup, pourquoi ces verrous semblent sauter, ou en tout cas, les questions semblent autrement se poser? Parce qu'effectivement, la question des communs est posée. C'est-à-dire que ce qui nous assurait, c'était la reproduction. Ce que les métiers produisaient pouvait se reproduire sans fin, je caricature à peine. Hein. Dorénavant, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble, en ville notamment, est clairement posé. Le mur climatique, les injustices sociales béantes et totalement obscènes, des réalités d'équipement, la question de l'acceptabilité sociale, j'aime pas ce terme-là, mais néanmoins, on a aujourd'hui un rapport aux espaces, aux lieux, aux territoires qui a considérablement évolué. Donc les métiers se posent des questions parce que grosso modo, ce qui nous unit, ce qui fait commun est beaucoup moins assuré que ne l'était auparavant. Et du coup, ça pose la question des communs. Donc qu'est-ce qui fait commun et communauté? Je ne prends pas ça au sens anglo-saxon du terme, voilà, mais qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait commun dans les ressources? Quelles ressources on va mobiliser? Quelles ressources on va néanmoins protéger? Qu'est-ce qui fait commun dans les savoirs? Voilà, je vais commencer à boucler la boucle avec les formations. On a là un facteur agissant qui est assez déterminant de la manière dont les métiers sont amenés à se poser des questions autour de leur propre sens, valeurs et principes. Du coup, je termine. Aujourd'hui, pour moi, le verrou, c'est en tant qu'enseignant-chercheur que je le dis, c'est au niveau des savoirs et des formations. Le verrou à la participation, il est fondamentalement posé là, mais non pas parce que les enseignants-chercheurs seraient plus bêtes que les autres, non pas parce que les formations seraient plus rigides ou figées, mais indéniablement parce que s'il y a un rapport d'autorité, on parlait des institutions tout à l'heure, c'est bien dans le rapport au savoir. C'est bien moi qui suis debout avec un micro et vous qui êtes assis dans un amphithéâtre. C'est bien ces réalités à la fois matérielles et immatérielles qui jouent un rôle déterminant. Et je peux vous dire que c'est compliqué du coup de penser des formations qui seraient un peu différentes. Voilà. Donc, si je me résume et je termine et je fais très court, éduquer les éducateurs, c'est donc inverser les pédagogies. On peut jouer jusqu'au bout, hein. C'est donc questionner fondamentalement ce que sont les formations, à quoi ça sert, et à quoi forme-t-on, et comment forme-t-on à ces choses-là. Voilà. Des pédagogies inversées, un peu d'agilité, sortir autrement sur le terrain, etc., etc., etc. La mode, c'est les serious games, organiser un tribunal comme pédagogie, etc., etc., etc. C'est en train d'éclore à plein d'endroits, dans plein de formations. Ça veut donc dire que même là, de ce côté-là, le verrou est en train de commencer à sauter. Il y aura une suite à ce forum. D'abord, on va faire des actes, on va compiler tous les travaux d'aujourd'hui, donc il va rester une trace. Tout à l'heure, on évoquait cette question. Mais surtout, on souhaite pouvoir rédiger collectivement un ouvrage qui va partir de tout ce qui s'est dit dans les ateliers, à travers les grandes idées qui ont pu ressortir. Ça va constituer, alors bien sûr, on va le retravailler, mais ça va constituer des éléments du plan, du chapitre, des différents chapitres qui constitueront cet ouvrage, où on va pouvoir croiser, c'est notre objectif, à la fois des textes scientifiques. Quand on voit ce qui s'est dit ce matin, je pense que ça fera du bien aussi de l'avoir sur le papier, ça permettra d'en garder des éléments, mais également ce que j'appelle des carnets de route ou des carnets de bord de praticiens. Voilà, des urbanistes, des architectes, des sociologues, on l'évoquait ce matin, mais aussi les artistes. Voilà, je pense que Pauline Bance, avec son exemple du complexe Capharnaüm ce matin, a de quoi nourrir aussi la réflexion et les récits, parce que c'est pas toujours évident. Et puis également des textes, on n'a pas besoin de les nommer, ceux-là, j'ai envie de dire. C'est des textes qui appartiennent tout à chacun, qui reposent sur des expériences, sur du vécu, sur du ressenti, qu'importe, ça peut être une phrase. Donc on essaiera aussi sur la forme de faire un petit peu différemment dans cet ouvrage. C'est finalement la clôture de 2 ans de démarche, mais en fait on ouvre une nouvelle page pour le coup.